d'abord, on parle souvent plutôt d'art au pluriel de la préhistoire pour désigner cette grande diversité d'expressions symboliques qui caractérise l'art au paléolithique, grande diversité d'expressions que l'on voit ici sur cette image. Alors 400 siècles, rassurez-vous, ce n'est pas tout à fait 400 siècles. C'était une petite référence, une simple référence à l'histoire de la préhistoire et à un ouvrage fondateur, quelque part, de l'abbé Breuil, l'abbé Henri Breuil, connu de tout le monde, préhistorien de renom internationalement reconnu, et notamment spécialiste d'art préhistorique, qui avait signé dans les années 50 un ouvrage de synthèse sur l'art préhistorique. Premier ouvrage de synthèse signé à l'époque. D'autres ont suivi, pas beaucoup finalement, assez peu, notamment Préhistoire de l'art occidental d'André Leroi-Gourhan en 65, réédité en 71, etc. Donc cette image vous donne un peu le cadre très général de l'art préhistorique qui s'exprime sur des supports très variés. C'est ça qu'il faut vraiment intégrer, c'est que l'image de l'ours, les images de l'ours que vous allez voir, des ours que vous allez voir tout à l'heure, sont des images non seulement projetées sur les parois des grottes, sur les roches immeubles, à l'air libre parfois, le plus souvent dans des cavités, mais ce sont aussi des images qui sont projetées sur des objets, qui ornent des objets du quotidien, des hommes de la préhistoire, donc des objets qui ont une fonction que l'on détermine, un outil, une arme, qui peut être décorée, parfois de représentations d'ours, et vous verrez que l'ours n'est pas si fréquent que ça, à côté du cheval, à côté du bison ou d'autres thèmes très, très, très importants de l'iconographie paléolithique. Mais vous voyez sur cette image que les images projetées, les images scellées dans la matière dure, dans la matière qui a résisté au temps, à l'usure du temps, elles sont d'abord très variées dans leur forme, mais là, dans cette diapositive, elles sont surtout très variées dans leur support. Le mammouth que vous voyez en bas, de la Baume Latrone, qui est une grotte dans le sud de la France, est un mammouth dessiné, peint à l'argile de grotte sur une paroi de cavité, loin du jour, loin de la lumière du jour, dans l'obscurité complète de la grotte. Alors évidemment que pour dessiner ce mammouth, pour cheminer dans la grotte, pour réaliser ces peintures, les hommes préhistoriques avaient besoin de luminaires, avaient besoin d'éclairage. Ils amenaient avec eux des lampes à graisse, des torches, etc. Enfin, des techniques en fait d'éclairage ou des modes d'éclairage relativement sommaires par rapport à ce que les spéléologues ou ce que nous avons, nous, pour cheminer dans les grottes. Mais peu importe, ces cavités ont été ornées loin du jour, à l'abri du quotidien en quelque sorte. Et l'art pariétal est vraiment un art très singulier de ce point de vue, très original dans le paysage symbolique, dans le paysage artistique de la préhistoire de l'homme moderne. Vous avez en haut à droite de cette diapositive deux bouquetins. En fait, un bouquetin qui semble bouger, se déplacer dans l'espace. Il se retourne sur lui-même. Il est gravé sur une paroi de roche gréseuse, de grès, ça peut être en calcaire aussi dans la région, là c'est du grès me semble-t-il, ou du schiste plutôt. Et il est gravé à l'air libre. Il est gravé sur une paroi, sur un support immeuble, mais à la lumière du jour, à l'extérieur, quasiment en contact avec la vie quotidienne, avec l'habitat, avec le foyer, etc. C'est donc un art à la fois monumental, comme l'art pariétal, mais c'est un art qui entretient une relation très étroite avec le quotidien, quelque part, le quotidien technique, le quotidien économique, etc., avec des territoires parcourus, en tout cas à l'air libre, à l'extérieur. Et ce sont des choses très, très différentes. Ce sont des contextes géographiques différents, mais des modes d'expression assez similaires. Un art sur bloc, à la Ferrassie, vous voyez, ce sont à gauche, en haut à gauche, ce sont de gros blocs quasiment immeubles, mais qui peuvent être déplacés à 2 ou 3 individus, qui varient
une dizaine de kilos, on va dire, à plus de 100 kilos pour certains. Ce sont des blocs qui ont été trouvés dans des habitats eux-mêmes, dans des niveaux d'occupation, au fond de la hutte, etc. Donc c'est un art d'habitat véritablement. Et puis en dessous, à droite et à gauche de l'image, une statuette et un petit morceau d'os gravé d'un motif un peu bizarre. Je ne développerai pas une interprétation autour de ce motif, peut-être une main, je ne sais pas trop. Et là, ce sont précisément des œuvres d'art sur des objets. Je parlais tout à l'heure d'objets du quotidien, d'armes, d'outils. On a également énormément d'objets qui n'ont pas de fonction apparente, de fonction technique apparente. On les appelle des objets symboliques, à défaut d'avoir une autre terminologie adéquate. Et ce sont des objets qui ont été découverts par milliers dans les habitats préhistoriques au travers de toute l'Eurasie paléolithique, au paléolithique supérieur donc. Et ce sont des objets qui sont souvent façonnés dans des matériaux très très différents, la pierre, l'os, le bois de renne, le bois de cervidé dans un sens plus générique encore du terme, dans l'ivoire. Malheureusement, tous les matériaux organiques mais périssables comme les peaux, les écorces d'arbres, etc. ont disparu, ne se sont pas fossilisés. Donc voilà un peu pour vous donner le cadre de ces pratiques symboliques, de ces pratiques artistiques au Paléolithique supérieur, notamment par rapport aux supports. Ces supports, on vient d'en voir quelques-uns, on en revoit ici quelques-uns qui sont très différents, grottes, sites à l'air libre, objets, etc. Et on voit aussi se développer ou apparaître des techniques d'expression qui sont différentes. Les techniques d'expression, ce sont les modes de représentation, les modes techniques de représentation, la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, le modelage. Finalement, à peu près toutes les techniques, toutes les catégories de l'expression graphique, de l'expression plastique qui existent aujourd'hui sont déjà inventées il y a 35 000 ans. Le modelage, la gravure plus ou moins profonde, le champ levé, le relief exaucé, le bas-relief, le haut-relief, la ronde-bosse, toutes ces magnifiques techniques, toutes ces techniques d'expression existent déjà depuis le début du Paléolithique supérieur. Et vous en avez ici quelques exemples d'œuvres sculptées, d'œuvres modelées. Alors l'exemple en bas du Tuc d'Audoubert est tout à fait spectaculaire. Ce sont deux bisons modelés dans l'argile de grotte, une argile qui a été prélevée dans la cavité elle-même à une très grande profondeur, à plus de 300, 400, 500 mètres de l'entrée, au dernier point quasiment accessible de la grotte. Et ce sont deux modelages qui ont 14 000, 15 000 ans à peu près, et qui ont résisté. Un modelage, c'est d'une fragilité extrême. L'argile, c'est quelque chose, c'est un matériau qui s'altère facilement, qui s'altère à l'air extérieur, qui s'altère au contact, qui s'altère à la manipulation. Mais là, ces œuvres ont été miraculeusement conservées grâce, précisément, par le milieu dans lequel elles se situent, le milieu des grottes, qui sont des milieux conservatoires par excellence. Je dis bien des milieux conservatoires dans l'idéal. Quand l'homme fréquente les cavités, il engendre parfois des désordres. On connaît les problèmes que rencontre la grotte, notamment de Lascaux, mais bien d'autres, de pollutions diverses et variées, qui sont dues en grande partie à la présence de l'homme, à la fréquentation trop importante de la cavité et à un manque de contrôle de l'environnement, etc., et des paramètres environnementaux. Vous avez vu des supports différents, vous avez vu des techniques différentes, et bien voilà des thèmes différents. L'art aussi s'exprime au travers de thématiques variées, et notamment de thématiques figuratives. On parle souvent d'art animalier quand on pense à l'art préhistorique. Il est vrai que les thèmes les plus spectaculaires, quand on visite Lascaux, quand on visite Font-de-Gaume, Rouffignac, etc., ce sont les animaux. Ce sont les animaux que l'on voit en premier sur les parois, les aurochs dans l'entrée de Lascaux ou les bisons dans la grande galerie principale de Font-de-Gaume. Ce sont ces animaux spectaculaires que l'on voit, mais il n'y a pas que des animaux dans l'art préhistorique. D'abord, il y en a finalement assez peu. Les animaux qui sont représentés, c'est une douzaine d'espèces animales. Ce sont souvent des ongulés,
plutôt que leurs prédateurs carnivores. Et on verra que du coup, de fait, le statut, la place de l'ours, qui est omnivore, qui n'est pas carnivore à proprement parler, excepté l'ours blanc, mais la place de l'ours est aussi un peu périphérique dans ce bestiaire paléolithique, préhistorique. Mais à côté de ces animaux, il y a également des humains qui sont toujours représentés de manière très originale, de manière anticonformiste souvent, et souvent de manière segmentaire. Le corps humain est souvent découpé en petits morceaux, des mains, des sexes isolés, des corps sans tête, des têtes sans corps, etc. Alors que les animaux, en général, je dis bien en général, pas tout le temps, sont plutôt représentés de manière, on va dire, subcomplète, souvent de profil, etc. Et parmi les animaux dominants, le bestiaire paléolithique, eh bien, il faut compter avec un couple dominant, le cheval et le bison. Ce sont les animaux omniprésents dans l'art préhistorique. Vous en avez deux exemples ici. Dans le domaine de l'art mobilier, on aurait pu prendre des exemples dans le domaine de l'art pariétal, de l'art des grottes. Là, ce sont des objets. Et puis vous avez en haut à droite des thèmes tout à fait exceptionnels, parce que ça existe aussi, que l'on ait quelques thèmes qui se comptent en unités simplement, comme les insectes. Alors en haut à droite, faites-moi confiance, il y a des... C'est un petit os, c'est un fragment de diaphyse, d'un os peut-être de cheval ou de bison. Il est gravé, il est fragmentaire, donc les gravures sont souvent tronquées. Il y a des oiseaux, il y a des petits symboles bizarres, et puis il y a un insecte, une sauterelle. Je ne sais pas si vous la voyez, mais je vais vous la montrer, elle est ici. Et cette sauterelle, cet objet, est exposé actuellement au musée de l'homme, dans la galerie, enfin dans la salle dite des trésors. Terme un peu malheureux, mais enfin, c'est la salle qui est consacrée à l'art mobilier. Donc je vous invite à aller voir cet objet, vous l'aurez devant les yeux et vous pourrez le décrypter. Mais là, voilà, un thème tout à fait exceptionnel. Les humains, voilà ici un des rares portraits, si l'on peut dire, d'un homme, ou d'une femme, en l'occurrence, il est difficile de statuer, mais en tout cas d'un humain, manifestement, dans un site qui a fourni quand même plusieurs centaines de représentations humaines, qui est le site de La Marche, dans la Vienne. Et puis, j'allais oublier en faisant exprès quelque part, le thème dominant dans les corpus, si on devait comptabiliser unité graphique par unité graphique, ce sont ces choses bizarres que vous avez ici, que les préhistoriens regroupent sous un terme générique qui est celui de signes. Les signes, les symboles abstraits géométriques, les points, parfois des signes tout simples, les points, les traits, quelques plans, le carré, le cercle, le triangle, et puis des choses beaucoup plus élaborées, comme ce grand signe quadrangulaire, avec ces petits cloisonnements à l'intérieur, peints en rouge, sur la paroi de la grotte d'Altamira. Et vous avez comme ça des signes très très variés dans leur typologie, mais ce n'est pas le but de c'est pas le fond de notre propos aujourd'hui. Donc vous voyez des thématiques très variées, et puis aussi des modes d'expression finalement tout à fait contrastés. À la fois des œuvres très réalistes dans le traitement, voire naturalistes, si l'on fait une distinction entre le terme de réalisme et le terme de naturalisme, des œuvres souvent qui sont très riches en détails, etc., comme cet auroch sur l'histoire de la grotte de Rochereille, et puis des choses, on parle d'exubérance des formes, parce que c'est vrai qu'il y a dans le Paléolithique supérieur une grande diversité d'expressions formelles, et parfois cette diversité confine, des fois, mène à une forme d'exubérance, de déploiement parfois presque baroque, de la représentation, comme ici sur ces objets que l'on appelle des baguettes demi-rondes, qui sont qui sont probablement des éléments d'armes préhistoriques. On ne connaît pas bien la fonction de ces objets, mais qui sont décorés de motifs en relief exaucé très particuliers, des volutes, etc. J'ai fait une petite erreur.
Et puis, vous voyez ici des représentations un tout petit peu plus anciennes, traitées dans un style parfois assez schématique et qui sont un peu bizarres. On ne sait pas trop à quoi on a affaire comme animal, certainement du cerf mégacéros, mais des cerfs mégacéros dotés de têtes très curieuses, relativement petites. Alors là, l'appareil s'est emballé. Je vais être obligé de revenir en arrière. Voilà. Il ne faut surtout pas toucher, je lève les mains. Et en bas à gauche, deux bisons qui se croisent, et cette exubérance des formes rejoint parfois le souci de la représentation non seulement réaliste, mais le souci aussi de la représentation dans sa dimension éthologique. Vous avez ici deux bisons qui se croisent, deux bisons mâles vraisemblablement, encore que les attributs sexuels ne soient pas bien notés. Vous en voyez un à droite, la tête est relevée sur l'angle supérieur droit de la plaquette, et l'autre à gauche qui croise le précédent. Et on a là peut-être la traduction, mais aussi dans une ambiance particulière de superposition, d'enlacement des formes, etc., la traduction de comportement des mâles au moment du rut, etc. Donc l'art préhistorique nous offre toute cette diversité expressive qui est tout à fait intéressante à étudier. Je vais y arriver, et voilà. Et cette diversité expressive qui se retrouve ici, par exemple, dans le traitement de la représentation féminine, entre les statuettes de Konstianki qui datent du Gravétien, d'il y a environ 25 000 ans, et puis cette petite statuette en lignite très bizarre, perforée, de Petersfels, qui est une représentation féminine, mais très schématique, vue de profil. Il ne reste quasiment plus rien du corps, si ce n'est les fesses, si ce ne sont les fesses, la cuisse, l'amorce de la jambe et un tronc dépourvu de seins, dépourvu de bras, dépourvu de tête, bref, une schématisation à l'extrême de cette représentation humaine. Et vous voyez que l'art, dans la préhistoire, oscille sans cesse entre à la fois souci de la représentation réaliste et grand schématisme. Et puis, cette diapo intitulée « Création des symboles » invite aussi à réfléchir sur des scènes, ou tout du moins des compositions comme celle-ci dans la grotte de Pechmerle, qui associe deux chevaux bizarrement réalisés, mais très stylisés aussi, qui se croisent, des mains négatives, un poisson, enfin bref, toute une série de symboles insérés, mis en scène en quelque sorte dans la grotte, dans un endroit particulier de la grotte, sur cette découpe du rocher, qui est en partie utilisée pour représenter le cheval. Ces phénomènes d'utilisation, par exemple, des reliefs naturels, quelque chose aussi de très fréquent dans l'art préhistorique. Et à gauche, cette sculpture qui est la plus grande œuvre d'art paléolithique connue jusqu'à ce jour, qui fait à peu près une trentaine de centimètres, qui est sculptée dans une défense de mammouth, dans de l'ivoire de mammouth, nous invite aussi à porter un regard particulier sur la profonde symbolique qui est véhiculée par ces êtres hybrides, ces êtres qui sont composés parfois d'éléments animaux, d'éléments humains, comme ici, l'homme-lion du Hollenstein-Stadel. C'est vraiment un corps humain, un corps d'homme sexué, très clairement sexué, et une tête de félin. Et cela renvoie évidemment à de l'iconographie dans le domaine ursin, on va dire, où souvent l'ours est comparé à l'homme et réciproquement. Et je crois que c'est le moment pour moi de laisser la place à Elena qui va vous parler plus spécifiquement de l'image de l'ours après avoir fait cette mise un petit peu en perspective. Donc c'est pas encore fini, maintenant on va passer aux ours. Mais on tenait à faire cette introduction un petit peu générale parce que d'abord les représentations d'ours sont finalement assez peu nombreuses dans l'art préhistorique. On en compte à peu près 200, en comptant très large, répartis à parité entre art mobilier et art pariétal. Donc on pourrait toutes les présenter les unes après les autres, ça serait peut-être un petit peu fastidieux. Et on a choisi plutôt de vous présenter d'autres images d'abord pour que vous puissiez baigner dans cette ambiance un peu spécifique au comportement symbolique de la préhistoire. Et ensuite qu'on puisse aller chercher quelques images d'ours et nous arrêter un petit peu dessus.
avec évidemment cette image, donc vous en avez vu quelques-unes défiler, et cette image de la grotte Chauvet, qui peut-être résume à elle seule toute la puissance qui peut résider dans une représentation artistique, en l'occurrence d'un ours, mais ça pourrait être un autre animal. Et donc c'est une image qui a à peu près 35 000 ans. Donc je pense que ça nous invite déjà à réfléchir sur la représentation, évidemment, à la préhistoire. Alors on va revenir sur les différents points qui ont été évoqués juste avant par Patrick, donc, qui a présenté un petit peu de manière générale sur plusieurs thèmes animaux. Et on va essayer de voir par rapport aux ours comment on va retrouver finalement les mêmes types de représentations ou les mêmes soucis de représentation de la part des artistes. Et d'abord, on a choisi de commencer par l'approche du bestiaire et comment l'ours, en tant que figure représentée, donc, est inséré dans un bestiaire. Il est parfois représenté seul, on va voir des exemples, mais il est parfois représenté associé. Et en fait, on a choisi de commencer par ça parce qu'on a tendance à penser, et d'ailleurs c'est plutôt exact, qu'il n'y a pas de scène dans l'art préhistorique. Effectivement, les animaux sont souvent un peu flottants, sont parfois associés entre eux, mais on ne voit pas trop d'histoire se dégager, très très rarement. Mais on a certains cas où on devine peut-être des histoires. Alors, c'est le cas de cette petite plaquette de la Madeleine. Alors, on vous a mis la photo de l'objet, mais qui est très difficile à lire. Le relevé est juste à côté ici. Donc, c'est un saumon, vraisemblablement, et vient ici, donc sur le relevé, vous les voyez ici, vient deux pattes qu'on attribue à un ours, viennent attaquer en quelque sorte ce saumon. Alors, avec la photo à côté d'un ours brun en pleine scène de pêche au saumon, c'est plus lisible. C'est une interprétation, on est peut-être complètement à côté de la vérité, mais c'est assez séduisant finalement de se dire qu'on serait peut-être là dans une vraie mise en scène. On en a d'autres évidemment qui sont peut-être encore plus célèbres, comme sur cette rondelle du mas d'asile, donc vous avez deux faces du même objet, donc il faut retourner la pièce pour les voir l'une appuie l'autre, avec au centre donc cet humain dont vous voyez qu'il est nu et qu'il est particulièrement proche de l'animal. Il a un pelage aussi, il a une tête un petit peu étonnante, etc. Et il semble en fâcheuse posture, si on fait attention à la patte d'ours qui est juste devant. Alors la voilà. Vous voyez ici une proposition de reconstitution de l'image entière, et puis ici, carrément une proposition de reconstitution de la scène, telle qu'elle a pu se produire. Effectivement, on a cet homme avec ce qui pourrait être ici une sagaie, donc en train d'attaquer l'ours, et l'ours réciproquement en train de l'attaquer. Et puis au verso, ce qui pourrait aussi être le même individu ou un autre individu qui semble plutôt de dos, peut-être en train de s'enfuir, et toujours juste ici, la patte de l'ours toujours présent dans la scène. Alors en fait, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense, parce que si on regarde la face qui est présentée à droite sur l'écran, je vais récupérer la souris, juste ici, vous avez en fait une tête de cheval qui vient en sens inverse, qui a priori absolument rien à faire dans cette scène, telle qu'on l'imagine. Donc voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'on veut, mais finalement, pourquoi pas se laisser tenter aussi à une lecture très précise et très interprétative. Et puis, parfois, on ne sait plus comment interpréter les histoires. On a ici un petit os d'oiseau qui vient du site de La Vache, dans les Pyrénées. On a un très très bel ours. Alors, c'est un os qui est rond et il est gravé sur tout le pourtour, ce qui explique qu'il y ait deux photos de la même pièce pour que vous puissiez avoir une idée du déroulé. Le relevé ici en déroulé. Ici, le déroulé de l'ours lui-même, qui est très très beau, qui est tout petit. Et vous voyez qu'il est encadré par un cheval, un poisson, un auroch, des hommes, vraisemblablement, qui partent peut-être chasser, pourquoi pas. Alors voilà, là on manque carrément d'interprétation, de pistes, d'hypothèses pour expliquer cette scène, mais qui reste assez intéressante et qui a dû être particulièrement difficile à graver. Donc elle était probablement investie, là aussi, d'une forme de symbolique spécifique, mais que nous, on n'arrive pas à interpréter aujourd'hui. Alors les ours, toujours dans le bestiaire, je vous le disais, ils sont parfois représentés donc, avec d'autres thèmes, notamment animaux. Et puis la particularité de cette figure, c'est qu'elle est souvent
représentées avec elles-mêmes, c'est-à-dire que les ours sont associés entre eux. Vous avez plusieurs exemples qui viennent des Pyrénées encore. Dans la grotte des Caïnes en Pays basque espagnol, 2 ours donc dessinés en noir et associés l'un à l'autre, et puis un petit os qui vient d'Isturiz, donc cette fois côté français, et exactement le même type de scène, c'est-à-dire un ours assez grand suivi d'un petit. Alors on peut avoir là une lecture évidemment extrêmement éthologique, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire imaginer une femelle, enfin une mère ours avec son petit qui la suit. Et je dirais c'est encore plus tentant sur l'os sur le fragment d'os qui est juste en dessous, qui vient de la vache, où on a ici ce qui pourrait être donc une mère ours, et puis 3 individus, un premier ici, un deuxième, je vous montre les têtes, un troisième ici de face. Et là, on serait dans la représentation parfaite de la sortie d'hivernation. L'ours a mis au monde 3 petits, c'est tout à fait classique d'un point de vue de l'éthologie de l'animal. Elle sort de sa tanière avec ses 3 petits, et puis elle leur apprend la vie, si j'ose dire. Cette petite pièce de la vache était décrite par l'abbé Breuil, dont on a parlé tout à l'heure, comme une touchante scène familiale. Et c'est vrai que finalement, ça pourrait tout à fait être une scène familiale. C'est absolument rarissime, voire tout à fait exceptionnel dans l'art préhistorique, d'avoir des représentations à ce point, je dirais presque photographiques. Donc évidemment, là, on va s'arrêter dessus, mais il y en a finalement très très peu. Et au contraire, l'ours est souvent, je vous l'ai dit, donc seul ou du moins un peu à l'écart, et même parfois dans les grottes, il est physiquement installé à l'écart. Il se trouve que j'ai fait ma thèse sur les représentations d'ours, et je suis allée dans beaucoup de ces grottes pour aller étudier ces figures, et assez systématiquement, il fallait que je rampe et que j'aille assez loin dans la grotte pour aller voir les images. On le ressent physiquement, mais ce n'est pas anodin, évidemment. Alors ici, vous avez l'exemple de la grotte Chauvet, c'est l'image qu'on voyait tout à l'heure, avec ces ours rouges, il y en a 3, donc un très très grand que vous voyez ici, une petite tête juste devant, et puis un troisième individu qui est derrière, mais on ne le voit pas bien sur la photo. Ces individus ont été installés par l'artiste dans une petite zone qu'on a appelée le diverticule des ours. Et cette petite zone, vous en voyez ici l'entrée en photo. Et ben, à nouveau, elle est un petit peu à l'écart des salles principales. Il faut ramper pour y aller. Et il faut ramper si bien que quand on arrive devant le panneau, on est forcément accroupi ou à 4 pattes, comme si on était finalement obligé de se baisser devant ces représentations-là. Alors, vous voyez venir, on peut aller très très loin dans toutes les interprétations ensuite, mais là encore, je pense que ce n'est pas complètement anodin de nous obliger, nous, visiteurs de la grotte, à ramper comme ça pour accéder à ces images. Et puis parfois, les ours ne sont pas difficiles d'accès, mais il faut quand même les trouver. Vous avez encore 2 exemples ici. L'un dans la grotte de Tibiran, qui est une grande grotte pas très loin de Gargas, pour ceux qui connaissent la grotte de Gargas, qui est ouverte au public. Tibiran, c'est une grotte assez intéressante qui est finalement pas très connue, avec quelques représentations, dont cet ours. Vous devinez ici peut-être des tracés noirs. Voilà, on pourrait passer à côté sans faire vraiment attention. On a quand même une forme assez suggestive de la paroi. Et quand on a un petit peu l'habitude de l'art préhistorique, on sait que les artistes ont souvent utilisé les formes naturelles présentes dans la paroi pour faire surgir en quelque sorte les animaux. En tout cas, ils savaient très bien lire les reliefs de la paroi et les utiliser, les mettre à profit. Et là, c'est vraisemblablement le cas dans la grotte de Tibiran. Vous avez en haut à droite une photographie traitée par informatique pour faire mieux apparaître les couleurs. Et donc, on voit très bien le tracé noir apparaître. Et donc, on se plaît à imaginer ici une représentation d'ours avec la tête, tout simplement, les pattes qui viendraient ici dans les reliefs naturels, et puis le reste du corps qui est tout simplement tracé avec un petit trait noir. Un autre cas encore plus étonnant dans la grotte du Tuc d'Audoubert, avec un relief naturel complet, avec une partie de la paroi qui évoque une tête, et même peut-être 2 oreilles rondes, une tête de face. Et on a simplement ajouté 2 petits points rouges, comme pour signifier les yeux. Et la forme globale donne vraiment l'impression d'un ours. Alors, c'est peut-être pas du tout ça, hein, c'est peut-être complètement trompé.
mais ça reste assez séduisant, si j'ose dire. Et puis, on parlait tout à l'heure de la grotte de Lascaux, avec l'ours caché, le plus célèbre de tous les ours cachés. Dans la salle des taureaux, la première salle de la grotte de Lascaux, absolument monumentale, avec la série des aurochs que vous avez en tête, vous en avez quelques-uns ici, vous en avez 2 ici. Et dans le ventre de l'un de ces très grands aurochs, ici, une petite représentation, donc vous avez ici un petit croquis. Elle fait à peu près 1 mètre de long, et vous voyez surgir, là c'est vraiment le terme approprié je pense, un museau, une tête avec 2 petites oreilles rondes, une bosse, une ligne de dos et le début de la croupe, et puis en bas, de l'autre côté de la ligne du ventre, 2 petites pattes, 1 ou 2 petites pattes et peut-être même des griffes. Un ours caché au milieu du panneau presque principal, si on peut dire, de la grotte. Donc à nouveau, c'est pas le hasard. Il y a quelque chose qui se passe. On serait bien en peine de vous expliquer pourquoi. Et puis d'abord, c'est pas ça qu'on cherche. Mais c'est vrai que c'est quand même très très étonnant d'avoir systématiquement ou presque systématiquement ces images d'ours toujours un petit peu à la marge, jamais complètement visibles et jamais complètement évidentes. Tu veux reprendre la... Je continue ? Oui. Comme tu veux. C'était pour assurer le rythme. Juste le commentaire d'une diapositive qui est celle-ci sur la lecture naturaliste, je vous en parlais tout à l'heure, sur le réalisme. Ce réalisme dans l'art, vous avez déjà vu des représentations là d'ours et vous avez pu constater sur ces représentations d'ours la grande diversité d'expressions, hein, à la fois qui alternent des représentations très proches de la réalité anatomique, parfois très fouillées dans le détail, même parfois très réalistes dans l'absence de détail, c'est-à-dire dans la ligne qui vient saisir la courbe dorso-lombaire comme il faut, ou qui vient saisir le museau avec ce stop très particulier, par exemple chez les ours des cavernes, qui peut être très réaliste malgré la grande économie de moyens mis en œuvre. Donc le réalisme, le naturalisme dans l'art préhistorique, il est très variable, il ne s'affiche pas forcément dans l'abondance des détails ou dans le souci de multiplier les informations d'ordre zoologique, anatomique, etc., mais il peut résider dans une multiplicité de modes d'expression. Ici, vous avez le cas sur Altamira, un bison magnifique roulé sur un relief de la paroi, c'est en plafond de la grotte d'Altamira, qui est traité en polychromie, donc on a à la fois les nuances du pelage, on a à la fois la puissance de l'animal, qui est due en grande partie au relief naturel de la paroi. En dessous, cette petite biche un peu plus ancienne, toujours en Espagne, pas très loin d'Altamira, de Covalanas, c'est une biche, vous l'avez tous reconnue, nous l'avons tous reconnue, la biche. Pourtant, elle manque quand même d'un certain nombre de détails. Je ne vois pas figurer les sabots, les pattes arrière sont incomplètes, la ligne dorsale elle est simple, la tête, le museau apparaît vaguement, etc., alors que nous lisons parfaitement un animal, et notamment nous lisons parfaitement la biche avec ses 2 grandes oreilles attentives à ce qui se passe dans son environnement, et puis ce col, cette encolure très élancée de la biche qui surgit parfaitement dans la grande simplicité du trait. Ce qui n'est pas forcément le cas sur la petite pièce de Fontarneau, qui est un petit morceau d'os, qui associe une représentation, alors il est fragmentaire comme souvent l'art mobilier, c'est un art d'objets cassés, c'est cassé sciemment par les préhistoriques, plus souvent encore cassé par des problèmes de taphonomie, d'enfouissement, etc. Et parfois même par la truelle du propre fouilleur, ça c'est pas bien. Et cette tête que vous voyez, c'est une tête de cerf. On voit les bois parfaitement dessinés, et puis on devine le chanfrein et l'œil. Et cet œil est prolongé par un larmier. Et si vous regardez de près un cerf, le larmier, c'est un des éléments
dans l'anatomie de la tête du cerf et de l'œil en particulier qui est tout à fait spectaculaire. Et bien ce larmier qui est à la fois spectaculaire et discret, est un élément là, descriptif, quasiment diagnostique du cerf. Avec les bois, on confond souvent cerf et renne. Ils n'ont pas, d'abord ce sont deux cervidés certes qui appartiennent à la même grande famille des cervidés, mais ils ne se ressemblent pas d'abord d'un point de vue morphologique et leurs bois sont très différents. Et bien là on a vraiment des bois de cerf, avec l'andouillé, le surandouillé, etc. Enfin, on a toute l'anatomie, la structure du bois de cerf, et pourtant à côté de cette tête incomplète, accidentellement incomplète, eh bien, vous voyez des sortes de petits bonhommes, de petits fantômes très très bizarres, des petites têtes juchées sur des mâts. Enfin, c'est quelque chose d'assez curieux. On voit là aussi que le naturalisme peut s'exprimer parfois dans une très grande, dans des constructions un petit peu folles, comme ça, un petit peu curieuses, qui nous éloignent du réel. Donc naturalisme et irréalisme ou absence de référence au réel peuvent se conjuguer parfois sur des supports identiques. Et puis le mammouth du Vogelerde, c'est un mammouth très ancien. Il est vieux, celui-là, il est très vieux. C'est probablement l'une des sculptures les plus anciennes qui existent dans l'histoire de l'humanité. Elle a 37 000 ans, quasiment aussi ancienne que les peintures de la grotte Chauvet. Et pourtant, là, l'animal, dans sa grande simplicité d'expression, surgit parfaitement. On n'y voit pas les défenses, et pour une bonne raison. Il manquait certainement des matériaux, et c'est très fragile, à extraire de la masse de l'ivoire. Cet animal est sculpté dans de l'ivoire, mais on reconnaît parfaitement l'animal aussi au travers de cette grande simplicité d'expression. Et donc là, je crois qu'Elena va parler. Et donc, de la même manière qu'on n'a pas besoin des défenses pour reconnaître le mammouth, ou que vous avez vu que la biche, elle peut se reconnaître parfaitement, notamment par ses oreilles, et que ce sont des petits détails frappants et qui nous permettent comme ça d'identifier la représentation. On a fait un peu le même jeu avec les représentations d'ours pour essayer de comprendre finalement comment nous on peut les reconnaître, les identifier. C'est pour ça qu'on parlait de clés d'identification. Et donc comment dans cette approche naturaliste dont Patrick parlait à l'instant, les artistes à l'époque et nous aujourd'hui, on va aller chercher finalement la nature de l'animal, l'essence même de l'animal, c'est-à-dire ces détails étant à prendre vraiment au sens très très large du terme, qui font l'animal en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que ces modes de représentation finalement restent assez stables pendant tout le paléolithique supérieur, donc la préhistoire dont on parle aujourd'hui, et vont changer après. Dans le cas de l'ours, on va voir les clés d'identification en quelque sorte, et on verra que justement, je vous en redirai un mot tout à l'heure, mais ce ne sont pas les mêmes dans des arts un peu plus récents. Au paléolithique supérieur, à la préhistoire, ces clés d'identification, ces modalités de représentation de l'ours, elles passent par, a priori, 3 ou 4 critères. Le premier, vous le voyez, les deux premiers, vous les voyez ici sur quelques types de représentations différentes. Volontairement, on a mis des images de périodes chronoculturelles, de supports différents. C'est ce qu'on pourrait appeler la massivité du corps de l'animal et la rondeur du corps de l'animal. C'est pas un scoop, on sait que l'ours, c'est un animal plutôt rond, plutôt massif. Vous allez voir l'exposition à la Grande Galerie, on a des très très beaux ours naturalisés, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez frappant dans les représentations des laurignaciens, des 30 ou 35 000 ans, comme cet ours donc de Chauvet, vous le voyez, traité vraiment tout en rondeur. Mais finalement, c'est la même chose dans la grotte de la Mairie à Téja, et là on est à la toute fin du Paléolithique supérieur, on est il y a à peu près 14 000 ans. Donc on a 20 000 ans entre ces deux images. Et puis en bas sur l'os, je ne sais pas si vous voyez bien la représentation, la ligne de dos est là, la fesse, une patte arrière ici, un ventre qui est dédoublé et une patte avant. Pas de tête sur cette représentation-là de l'abri morin, petite gravure très fine, très très jolie, mais tout est présent. Finalement, on reconnaît parfaitement l'ours, on n'a même pas besoin de la tête pour reconnaître l'animal, c'est quand même assez intéressant. La forme du corps suffit pour nous faire prendre conscience que c'est bien un ours qui a été représenté.
Une autre clé d'identification, en quelque sorte, c'est la forme de la tête. Vous voyez ici 2 contours découpés, l'un qui vient d'Isturiz et l'autre dans l'Aisne, dans 2 supports différents, et on retrouve la même forme, globalement, hein, vous avez vu un peu en trapèze, avec une oreille à l'arrière, on y reviendra. Et c'est assez pratique, en fait, cette forme de tête, parce qu'il n'y a pas d'autre animal qui ait vraiment la même forme. Les félins ont un museau qui est beaucoup plus court, beaucoup plus carré. Les chiens, les loups, évidemment, à l'époque, présentent un stop beaucoup plus marqué. Et donc, c'est un moyen assez intéressant aussi de reconnaître une représentation d'ours. Et puis, évidemment, la clé d'identification principale, ce qui nous frappe le plus, c'est l'oreille ronde. Ça marche encore aujourd'hui. Pensez évidemment aux ours en peluche. Ils ont toujours des très très jolies oreilles rondes. Dans la réalité, les oreilles de l'ours, elles ne sont pas finalement si rondes et si évidentes que ça, mais c'est pas grave. Ça a marché à l'époque, ça marche encore aujourd'hui. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans les représentations de la préhistoire, on a parfois une mise en valeur totalement exagérée de ce détail anatomique de l'oreille. Vous avez ici, c'est le relevé d'une toute petite plaquette osseuse de Frétigné, en Haute-Saône. Et vous voyez l'oreille ici de l'animal qui est évidemment exagérée en taille, qui marque, qui est posée comme ça sur la nuque. Donc on n'est pas du tout dans une représentation fidèle d'un point de vue anatomique, mais on n'a pas de problème, c'est bien un ours qui a été représenté. Et ici encore le relevé d'une plaque de Limeuil, en Dordogne. Et là, vous voyez carrément 2 oreilles installées l'une derrière l'autre. Donc on est vraiment très très loin de la réalité. Pauvre ours. Mais très clairement, l'artiste là nous dit ceci est un ours, pour paraphraser des titres célèbres. Et si on s'éloigne de ces clés d'identification qui, selon nous, suffisent en fait vraiment à reconnaître l'individu, on peut quand même aller s'intéresser à la façon dont sont représentés d'autres détails anatomiques qui sont en fait beaucoup moins importants. On peut penser aux dents, on peut penser aux griffes, et puis on peut penser au pelage. C'est peut-être les 3 choses qui, nous, aujourd'hui, quand on pense dans notre fort intérieur, quand on pense à un ours, on va peut-être plutôt penser à ça, hein, les griffes, les colliers de griffes, etc. À la préhistoire, au Paléolithique supérieur, ça ne les intéresse pas tellement, du moins pas dans les représentations. Le pelage, il est représenté parfois, parfois pas. Finalement, on sent que c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui compte le plus, pour ce thème animal en tout cas. Alors vous avez ici deux têtes d'ours représentées dans 2 sites, donc sur des petits fragments d'os. Et vous voyez 2 types de traitement du pelage complètement différents. Au mas d'Asile, la tête est complètement investie de ces hachures et on a vraiment le sentiment d'un animal avec une fourrure très développée. Et puis, dans la grotte Richard, aux Zézy, au contraire, le pelage est représenté dans une zone, dans une autre zone, un tout petit peu devant l'œil, vraiment histoire de dire. Mais on a vraiment un choix graphique. Mais finalement, on comprend qu'il y a du pelage aussi. C'était pas la peine d'en mettre partout, comme au mas d'Asile. C'est deux façons différentes de proposer la chose. Et puis ici, sur ce petit os qui vient d'Arancou, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, ici on aurait plutôt un canidé, et devant un ours ou un loup ou un renard, enfin c'est pas tout à fait sûr. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout le traitement du pelage. Et donc ce sont des hachures qui sont toutes parallèles, les unes avec les autres, et qui viennent vraiment suivre la forme principale du corps, le ventre et la cuisse. Donc à nouveau, on n'est absolument pas dans quelque chose de réaliste. Hein. Si on pense à un croquis aujourd'hui d'un animal avec le pelage représenté, on ne serait pas du tout dans ce genre de traitement. On est vraiment dans une symbolisation du pelage qui vient donc en complément de la représentation animale et peut-être des clés d'identification dont on a parlé juste avant. Et puisqu'on a dit que notre propos, c'était d'aller de l'image au symbole, quelques propositions alors, qui viennent en complément de ce que vous verrez ou avez vu dans l'exposition Espèces d'ours donc à la Grande Galerie. Quelques images, quelques représentations d'ours qui sont peut-être porteuses d'un symbole ou 2 symboles au pluriel. La première, c'est celle de la grotte de Montespan.
Donc on parlait tout à l'heure des modelages, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns et on a la chance d'avoir un ours modelé. Alors là encore, il va falloir nous croire sur parole. Imaginez ici un animal qui serait en fait accroupi ou à plat ventre, deux pattes avant venant comme ça par devant, l'arrière est ici et il manque la tête. On pense, d'après les premiers écrits des inventeurs, qu'il y avait un crâne en fait, d'ours ou d'ourson qui était posé, qui jouait peut-être un rôle à un moment donné, au moment de la conception de cette sculpture, mais le crâne lui-même a disparu de toute façon, donc on est bien en peine de dire à quoi il servait ou ce qu'il pouvait faire là. Alors la représentation, l'explication la plus fréquente qu'on ait de cette sculpture d'ours, qui est assez imposante, hein, qui est monumentale, ça serait celle d'une cible de chasse. Alors une cible pas pour s'entraîner forcément à la chasse, mais plutôt de cibles un petit peu magiques, non, des cérémonies, enfin on peut imaginer ce que vous voulez. Là vous avez un très beau sorcier déguisé, etc. Vous voyez des individus avec des arcs, alors complètement anachronique, hein, mais c'est pas très grave. C'est une représentation de Burian, qui est très jolie, donc voilà. Et donc on imagine cette sculpture d'ours avec une peau d'ours, avec la tête encore insérée par-dessus, et donc une cérémonie religieuse, ce que vous voulez. Bon, le problème, c'est que la salle est en fait très très basse de plafond, on ne peut pas tenir debout, donc c'est un peu plus compliqué d'imaginer toute une cérémonie, mais finalement pourquoi pas. Et on a mis quand même à côté cette autre hypothèse. Celle-là, elle nous est offerte par Pierre Laurent, qui a fait un petit recueil de petites scénettes comme ça, humoristiques. C'est un très grand préhistorien, donc il pouvait se permettre de faire ça aussi. Et donc là, il nous propose autre chose, une autre histoire, avec la même sculpture. Donc c'était simplement une manière de rappeler qu'il ne faut pas forcément se fier à nos sentiments premiers, il y a toujours d'autres explications. Mais vers le symbole, évidemment, il faut prendre en compte aussi ce que nous, aujourd'hui, on fait. Je vous renvoie évidemment encore à l'exposition, puisque le cycle de conférences en est issu, mais l'ours, ce n'est pas un animal anodin. On l'a bien vu tout à l'heure, on a essayé de vous le montrer dans les représentations des grottes ou dans les représentations des objets, sur les objets. Mais tout au long des périodes historiques et encore aujourd'hui, il suffit de penser aux ours des Pyrénées, c'est un symbole qui est très 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 fort. Alors, vous avez là un peu un melting pot d'images, des fêtes de l'ours, des représentations un peu romantiques, les montreurs d'ours au 19e ou au début du 20e siècle. Rahan, évidemment, parce qu'il a un collier de griffes d'ours autour du cou et il en est très très fier. Donc l'ours est vraiment porteur de cette symbolique et c'est pour ça que c'est un peu tentant aussi d'imposer ça en fait aux images de la préhistoire. Déjà l'art préhistorique, on met beaucoup de symboles dessus, donc en plus sur un animal à ce point mythique, étonnant, troublant, forcément on a envie d'en faire plus. Et en plus, c'est un animal qui est représenté dans des arts un peu plus récents que ceux dont on a parlé, des arts de peuples, notamment en Amérique du Nord ou en Russie, ou en Scandinavie. Là, vous avez une image d'un site d'art rupestre qui s'appelle Alta, dans le nord de la Norvège. Et donc l'ours, en fait, continue d'être représenté tout au long des périodes récentes et encore actuelles. Vous avez des petites représentations ici qui sont inuites, qui sont contemporaines. Enfin, elles ont 50 ans, 100 ans. Vous voyez que le traitement de l'animal est un peu différent de celui dont on a parlé pour les périodes préhistoriques. Mais il continue d'être présent, tout simplement parce que l'ours, c'est un animal qui est présent dans les territoires de ces peuples-là. Évidemment, on ne va pas aller chercher des représentations d'ours à un endroit où il n'y a pas d'ours. Donc c'est dans l'hémisphère nord essentiellement, et c'est à certains endroits. Et ce sont là des représentations de peuples qui entretiennent un rapport symbolique à l'ours qui est très fort. Je parle d'ours au sens large, hein, ça peut être l'ours polaire comme l'ours brun ou l'ours noir. Et évidemment, on ne pouvait pas terminer sans parler de l'ours en peluche, le teddy bear, qu'on a mis
relation avec cette... alors, je suis désolée pour la photo qui est très mauvaise, mais c'est un petit morceau de bois de renne qui vient de Massat. Il a à peu près 15 000 ans. Vous avez ici le relevé, donc la tête est là, 2 petites oreilles, ici et ici, le sommet du crâne, la tête et le museau qui vient devant. C'est un petit ours de face, tout simplement. Et si on ne savait pas de quelle période il date, on dirait que c'est une copie conforme des ours en peluche d'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, évidemment, mais on est vraiment dans quelque chose qui est l'ours ami, l'ours qui rassure, qui est un confident de l'homme. Et là encore, c'est pas anodin. Vous avez vu quelques images tout à l'heure. L'ours, c'est le concurrent de l'homme, c'est peut-être son ennemi. Parfois, ils se battent, parfois, il l'impressionne, parfois, on a envie de l'imiter. Et puis, parfois, tout simplement, il nous rassure parce qu'il est proche de nous, physiquement. Du moins, on a l'impression. Les hommes pensent que les ours leur ressemblent. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Mais c'est l'animal qui se tient debout, c'est tout ce que vous voulez. Et finalement, ce type de convention de cet petit animal avec ses 2 petites oreilles rondes, on les retrouve donc dès des périodes vraiment très anciennes, avec le petit dessin de Jules, là, issu de Silex and the City, de cet individu avec son animal de compagnie, l'ours des cavernes en vrai. Voilà, c'était pour terminer en disant qu'effectivement le symbole c'est aussi ça, c'est aussi positif, c'est pas forcément quelque chose de très, très compliqué. Alors pour aller un petit peu plus loin, là ça sera votre travail, évidemment l'exposition à la Grande Galerie qui va durer jusqu'au mois de juin, donc vous avez le temps, mais qui est vraiment magnifique et qui présente un panorama, un mur d'images de quelques représentations d'ours donc, au Paléolithique supérieur. Et puis, évidemment, on vous propose aussi en relation, puisque c'est 2 expositions qui sont complémentaires, hein, qui ont été conçues de manière complémentaire, une exposition qui va ouvrir dimanche à Saint-Germain-en-Laye, au Musée d'archéologie nationale, qui s'intitule « L'ours dans l'art préhistorique » et qui est donc le pendant de celle-ci, mais vraiment spécifiquement sur les représentations de cet animal au Paléolithique supérieur, avec quelques incursions là aussi. On s'est permis quelques ours en peluche et quelques représentations amérindiennes notamment. Donc vous avez la fiche de l'exposition et le catalogue aussi qui vient de sortir. Et voilà, juste pour terminer, ça fait juste 1 heure, on est parfaitement dans les temps. Puisqu'il est présent, je voulais simplement saluer Denis Vialou qui m'a encadré pendant ma thèse et ça fait au moins 12 ou 13 ans, mais voilà, c'est grâce à lui ou à cause de lui, je ne sais pas. Mais voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez là? Ah, voilà. Alors, avant de passer parmi vous pour vous passer le micro et poser des questions à M. Payet et à Mme Manestier, je vous rappelle que lundi soir, la conférence, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure au début, la conférence de Michel Pastoureau, qui était prévue à l'auditorium à 18h, est déplacée ici au Grand Amphithéâtre, toujours à 18h. D'accord ? Lundi 17 octobre, ici au Grand Amphithéâtre. Et je remercie d'ailleurs Mme Manestier d'avoir fait un lien avec la conférence de Mme Dominique Armand, lundi après-midi, sur le symbole, en effet, Mme Armand va nous parler de la mythologie, justement, à partir de ce symbolisme. Mais revenons à M. Payet et Mme Manestier. Est-ce que vous avez des questions à leur poser ? Moi, levez la main. Même moi, j'aurais une question à me poser à moi-même. Non. Avant même que des questions ne soient éventuellement posées, je voudrais dire que nous avons, cet après-midi, parlé d'ours dans l'art préhistorique. C'était lui donner une belle place, peut-être une place trop importante finalement, parce que l'ours est tellement discret. Elena parlait d'une centaine de représentations, peut-être un petit peu moins, dans l'art préhistorique. Il est tellement discret, vous avez vu, il se cache dans les tréfonds des cavités parfois, il se cache derrière des lignes de ventre de roc, etc.
C'est donc un animal qui est d'une grande discrétion dans le bestiaire. On en a fait une présentation durant 1 heure, imaginez ce qu'aurait duré une présentation sur le cheval, qui lui abonde dans toute l'iconographie paléolithique, mais il est aussi discret dans la faune. C'est un animal qui n'a pas été, ou très très peu, chassé par les hommes préhistoriques. Dans l'exposition ici, au muséum, espèce d'ours, vous verrez quelques ossements, vous verrez quelques morceaux de côte, quelques phalanges qui portent des cut marks, qui portent des petites incisions de découpe, de décharnement, etc., qui montrent qu'effectivement, de temps à autre, il a été peut-être chassé ou prélevé parmi des animaux fragiles, etc. En tout cas, ce n'est pas l'animal le plus consommé du point de vue alimentaire ou de ses dérivés. Et puis, vous avez bien compris que ce n'était pas forcément non plus l'animal le plus représenté. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, c'était pour relativiser en fait l'importance malgré tout de l'animal, même si sa parenté, sa ressemblance avec l'homme est quand même assez frappante, et que souvent on s'évertue justement à essayer de le distinguer d'abord de l'homme et puis éventuellement des autres animaux qui pourraient lui ressembler, comme les canidés, les loups parfois ont des morphologies, notamment de la face, même si Helena a bien expliqué que ce n'était pas tout à fait identique, mais c'est pour ça qu'on va chercher ces clés d'identification. Alors ça paraît sans grand intérêt d'aller chercher l'oreille ronde ou la rondeur de l'animal ou la petite queue, etc. Mais c'est important pour nous qui étudions l'art préhistorique et qui recensons encore aujourd'hui, après 150 ans de recherche, de découverte, qui continuons à recenser ces représentations pour essayer un jour peut-être d'obtenir des corpus qui soient relativement fiables sur lesquels travailler. Parce que l'iconographie paléolithique est tellement vaste, tellement complexe, que des fois on s'arrache un peu les cheveux dans les grottes. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut se cogner, mais dans les musées, sur des objets, etc. Donc, voilà, ces clés d'identification, elles sont importantes, elles permettent de démêler un peu, de débroussailler ces corpus, mais sachez que dans l'art préhistorique, l'ours est discret, le cheval est fréquent, mais encore plus fréquent que le cheval, que l'ours et que tous les autres animaux réunis, ce sont les animaux qui ressemblent à rien. Et oui, les préhistoriques, on parlait de naturalisme, il faut toujours relativiser ce que nous faisons et ce que nous disons. On a tendance toujours à embellir les tableaux, à embellir la situation. L'art préhistorique n'est pas forcément aussi naturaliste qu'on l'imagine, et les figures indéterminées, les animaux indéterminés ou indéterminables sont légion, et finalement occupent quasiment toutes les parois des grottes et beaucoup d'objets du quotidien. Et je voulais en terminer avant la première, peut-être dernière question, vu que le temps passe, c'est que finalement, l'art préhistorique, les premières œuvres d'art préhistoriques découvertes au XIXe siècle, c'était des petites œuvres qui sont restées un peu inaperçues, j'en parlerai pas justement, mais tout le monde les connaît, des petites biches, du chafaud, des choses comme ça, mais l'une des plus anciennes œuvres d'art découvertes par Édouard Larté, justement, dans la grotte de Massat, c'est un ours. Donc on a vu celui-ci, je crois que ce n'est pas Édouard Larté qui l'a découvert celui-ci, c'était peut-être Garrigou ou d'autres personnes un tout petit peu plus récentes. Mais l'un des beaux bâtons percés de Massat, c'est ça, à tête d'ours avec un bec d'oiseau devant, est donc l'une des premières œuvres d'art découvertes dans les années 1860, me semble-t-il. Donc quasiment l'art préhistorique a été découvert grâce à une représentation d'un animal assez peu fréquent, l'ours, ce qui lui donne aussi sa place assez étonnante, quoi, à la fois dérisoire et fondamentale dans notre discipline, l'art préhistorique. Voilà, je pense qu'il y a des questions. Merci. Alors, en suivant la question de M. Payet, est-ce que vous en avez une à lui poser, ou à Mme Manestier? Ah, j'y arrive. Vous êtes dans l'ombre. Oui, je voulais savoir s'il y a eu des investigations et des trouvailles dans des pays comme la Roumanie, la Pologne, la Slovénie, enfin, vous voyez.
Des investigations de quel ordre? Des recherches préhistoriques. Alors, il y a des recherches préhistoriques. En Roumanie, il y a 2 grottes ornées. Et alors, j'avoue juste ma faiblesse mémorielle, je ne sais pas, au moment où je vous parle, il y a la grotte de Koliboaia et la grotte de Cuciolat, qui sont 2 grottes en Roumanie, mais, me semble-t-il, il n'y a pas d'ours dans l'iconographie de ces 2 cavités. Mais c'est vrai qu'il y a en Europe, en Eurasie, des déserts scientifiques, qui ne sont pas des déserts humains, ce ne sont pas des no man's land, il y a bien des régions qui ont été occupées, etc. Mais la recherche, enfin l'histoire de la recherche dans le domaine de la préhistoire, et notamment de l'art préhistorique, c'est d'abord cristallisé, c'est d'abord constitué en France, et puis en Espagne très rapidement. Et ce sont les 2 pays finalement qui sont les pourvoyeurs, les principaux pourvoyeurs en matière d'iconographie paléolithique. L'art préhistorique, c'est un art essentiellement finistérien, à la dimension européenne, je m'entends, c'est-à-dire français, et encore pas toutes les régions de France, et espagnol, et un peu l'Italie du Sud. Et puis après, en fait, autour de ces 3 grandes zones principales, ou de ces 2 grandes zones principales, les grottes ornées en particulier se dispersent un peu. Les plus lointaines sont situées dans l'Oural, il n'y en a que 2, il y en a un peu dans le nord de la France, mais assez peu. Il y a vraiment des noyaux très très denses, et c'est vrai que la Roumanie, comme toute l'Europe, on va dire de l'Est, globalement, sont des régions qui sont potentiellement, qui pourraient être très très riches. Mais il y a aussi l'état actuel de la recherche, des prospections, etc. Malgré tout, les karstes, c'est-à-dire les régions géologiquement favorables aux grottes, j'entends pour l'art pariétal, les régions calcaires, dans lesquelles sont creusés des gouffres, des cavités, etc., ne sont pas réduites à la France et à l'Espagne. L'Europe centrale est une Europe très calcaire, essentiellement même calcaire. Et c'est vrai que jusqu'à présent, pour l'instant, les spéléologues qui s'aventurent dans les grottes et les chercheurs n'ont pas encore découvert de grottes ornées de représentations d'ours ou d'autres grottes ornées que celles que nous connaissons et qui sont tout à fait exceptionnelles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bonjour. Oui. Bonjour, moi je ne sais pas, moi je pense que peut-être il chassait les autres animaux, c'est pour ça qu'il les représentait, mais personne ne peut leur demander la confirmation à notre époque. J'ai lu votre thèse avec attention, Madame Manestier, elle est très intéressante, il y a beaucoup de relevés justement que vous avez mis dans votre thèse, et il me semble que vous vouliez l'éditer comme un livre. Est-ce que ça a été édité, ou j'espère qu'un jour avec les illustrations vous pourrez le faire? Et puisque vous parlez des mythes, moi je ne peux pas m'en empêcher, vous avez mis l'ours en peluche, mais récemment j'ai lu un livre très sérieux d'une Alaskienne de là-bas qui écrit sur les ours, qui a étudié les mémoires qui ont été laissées par les témoins, parce qu'on parle toujours de Theodore Roosevelt, comment il était généreux. Alors la vérité était qu'il voulait chasser l'ours, il n'y en avait pas. Il y avait quelqu'un qui a ramené un ours, qui l'a ligoté, pour qu'il puisse le tirer. Et bien sûr, quand il est venu, il a dit « je ne vais pas tirer un ours ligoté, c'est comment on dit, c'est pas du sport, comme ils disent ». Alors il a dit « non, je le tuerai point ». Il a donné un couteau assez court à ce guide, et le guide a dû tuer cet ours avec beaucoup de coups de poignard assez courts, c'est-à-dire avoir une mort vraiment assez indigne et assez douloureuse. Voilà pour détruire une fois pour toutes le mythe de Theodore Roosevelt, et c'est le livre qui s'appelle Dominion of Bears, le livre tout à fait récent qui a été édité par les presses universitaires de je ne sais pas quelle université aux États-Unis, alors tout à fait sérieux. Voilà, fini le ours en peluche. Et vous savez, à vrai dire, si vous pouviez parler, parce qu'il y a quelques masques qui me touchent le plus, ce sont les ours qui ont laissé eux-mêmes les traces dans les grottes. Et je crois que c'était la salle de Bauge où il y a une vieille piste d'une mère ours avec un petit. Il y avait des griffures, et il y avait des choses qu'ils ont, c'est-à-dire se frottaient apparemment contre les parois. Vous pourriez nous dire quelques mots, si vous voulez bien, sur ça aussi. Merci. Alors, pour répondre dans l'ordre, donc d'abord merci d'avoir lu ma thèse, c'est donc vous qui avez lu ma thèse.
Effectivement, elle a été publiée dans des éditions universitaires, dans une revue universitaire de l'Université de Liège qui s'appelle Erol. Et donc, c'est sorti en 2011. Voilà, vous pouvez trouver ça. Et je vous renvoie aussi au catalogue du coup, de l'exposition de Saint-Germain-en-Laye, puisque j'ai retravaillé avec l'autre commissaire de l'exposition de Saint-Germain-en-Laye, qui est Catherine Schwab. Et donc, c'est un ouvrage peut-être un peu plus pédagogique qu'une thèse. Donc pour Theodore Roosevelt, effectivement, je vais me renseigner un peu plus et puis on va arrêter de parler de Teddy Bear dans ce cas-là. Il faudra trouver un autre nom si vraiment... Non, mais Le titre s'appelle Dominion of Bears. Je l'ai fait acheter ici par la bibliothèque. D'accord. Et c'était vraiment une personne qui a interviewé les scientifiques et surtout qu'elle a cherché dans les archives. Parce que vous savez, sur les ours, il y a beaucoup. On a répété dans un 10e de livre. Voilà. Mais c'est vraiment chercher dans les mémoires de témoins de la scène. D'accord. Alors je trouve que c'est assez convaincant. Non, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est aussi la preuve que même là, il y a un mythe en fait autour de l'ours, de Theodore Roosevelt qui épargne l'ourson, etc. Pourquoi pas. Simplement, oui, pour la présence de l'ours dans les grottes, donc pas en tant que représentation, mais au niveau des traces archéologiques de l'animal, effectivement, c'est assez fréquent, c'est même normal, je dirais. C'est un animal, donc là, on parle à la fois des ours bruns et des ours des cavernes. Je ne vais pas revenir sur les deux, mais... Effectivement, ce sont des animaux qui fréquentent les cavités, qui passent l'hiver dans les cavités, parfois même ils passent une partie de l'été. Donc forcément, ils s'y promènent, il y a des empreintes qui restent, ils se frottent contre les parois, ils font leurs griffes contre les parois aussi. Et donc on a des fois des panneaux de ce qu'on appelle des griffures ou des griffades qui sont parfois très très spectaculaires. Et puis parfois les ours meurent aussi dans les grottes pendant ces périodes d'hibernation. Et donc on retrouve, comme dans la grotte d'Entremont-le-Vieux, vous avez des photos dans l'exposition à la Grande Galerie, où c'est des milliers d'années de générations d'ours qui ont hiberné dans cette grotte. Et donc on retrouve des milliers de squelettes entrelacés, c'est assez impressionnant. Donc effectivement, ce n'était pas le sujet de la conférence. Je pense que Dominique Armand, qui fera une conférence lundi, en parlera parce qu'elle travaille beaucoup sur ces questions-là. Mais effectivement, c'est un animal qui est présent dans la grotte, où ces traces sont présentes au moment même où les hommes investissent les grottes pour aller y faire quelques représentations et peut-être d'autres choses. Donc effectivement, là aussi, ça joue sur le rapport entre l'homme et l'ours, tout simplement. Ce rapport entre l'homme, oui c'est moi, entre l'homme et l'ours, il est prégnant dans l'art, en particulier dans l'utilisation des griffades. Vous avez des griffades d'ours sur les parois qui ont parfois été réutilisées par les artistes préhistoriques, qui ont été vus comme des éléments constitutifs d'une partie de l'animal ou du pelage de l'animal et qui ont été réutilisés, réintégrés dans le dispositif iconographique. C'est le cas à Rouffignac, c'est le cas à l'Aldenne par exemple, où des griffades, des griffures, griffades, il y a une toute petite nuance, je ne me souviens plus tout à fait, mais l'une c'est le geste et l'autre c'est le résultat, peu importe, ont été réintégrés comme les boges. Les boges d'ours, qui ne sont pas toujours fréquentes parce que les remplissages souvent évoluent, les remplissages argileux, etc., évoluent dans le temps, se détruisent, sont parfois soutirés par des phénomènes géologiques, etc. Parfois, ces boges ont été utilisés comme lieu de sépulture dans la grotte de Cussac, par exemple en Dordogne, où des corps humains ont été déposés, n'ont pas été enterrés, mais ont été déposés dans des boges d'ours. Quelque chose d'assez exceptionnel, c'est intéressant cette relation entre la trace de l'animal et l'activité de l'homme, qui dans les deux cas sont des activités symboliques, évidemment l'activité sépulcrale comme l'activité artistique. Oui, bonjour. Je crois qu'il y a des représentations antiques de l'ours de l'Atlas. Est-ce qu'il y a des représentations préhistoriques de cet animal ? L'ours de l'Atlas, c'est un sujet en soi, de cryptozoologie, comme on dit. Donc, pour répondre très simplement, non, il n'y a pas de représentation de l'ours de l'Atlas dans les représentations, dans l'art rupestre, par exemple, qu'on connaît dans certaines régions du nord de l'Afrique. Voilà, non, on est, pour la préhistoire, on est vraiment sur des représentations d'ours bruns, d'ours des cavernes, c'est-à-dire des espèces d'ours qui étaient présentes aux époques
considérés dans ces zones-là. Voilà, tout simplement. Merci.